8 novembre 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la manifestation Histoire de cinéma à la Cinémathèque de Toulouse avec le compositeur, pianiste et musicologue Carole Beffa, à l'occasion de la publication du roman graphique dont il est le co-auteur, Ravel, un imaginaire musical, aux éditions Seuil Delcourt. Bonne écoute. What is Bonsoir, écoutez, nous sommes ravis de recevoir cet après-midi donc Carole Beffa, que tout le monde connaît, compositeur, musicien. Il vient nous voir là alors pour deux choses, il est à Toulouse. D'abord parce qu'il est co-auteur de ce magnifique livre graphique, Ravel, un imaginaire musical, aux éditions de Seuil Delcourt. Et puis aussi, dans le cadre Histoire de cinéma à la Cinémathèque, vous pourrez le rencontrer, mais alors là, comme pianiste, il accompagnera ce soir à 20h30 le film de Jacques Catelin, La Galerie des monstres. Voilà, donc nous allons le voir sur un peu deux aspects. Je vais le laisser donc présenter ce livre, coécrit bien sûr, avec Alexis Cavaillès, c'est ça, et Guillaume Métayer. Donc, dans un premier temps, Carole va nous présenter le roman, et puis ensuite, vous pourriez lui poser toutes les questions possibles. Et ensuite, la dernière partie, ce sera une partie de dédicace. Voilà. Merci, Carole, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci à Ombre Blanche de m'accueillir. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce Ravel. Ravel qui est sous-titré Un imaginaire musical. Alors, pourquoi un imaginaire musical ? Parce que il s'agit d'une certaine façon d'une biographie en images, qu'on appelle parfois aussi biopic, plutôt quand il s'agit d'ailleurs d'un film. Ça, c'est une première chose. Mais il s'agit aussi d'un livre dans lequel nous essayons, autant que possible, mes co-auteurs et moi, et je vais préciser de qui il s'agit, nous essayons autant que possible de donner la parole aux œuvres, c'est-à-dire de parler de notre ressenti à la musique de Ravel et d'essayer autant que possible de parler de musique avec des mots et avec des images. D'où m'est venue l'idée de me lancer dans une telle aventure. J'avais terminé le travail de promotion d'un livre aux éditions du Seuil qui s'appelle Parler, composer, jouer, 7 leçons sur la musique, qui était en réalité une réécriture de mes cours au Collège de France, l'année où j'occupais la chaire de création artistique, qui était 2012-2013. La leçon inaugurale qui s'appelle Comment parler de musique avait d'abord été éditée comme toutes les leçons inaugurales du Collège de France depuis une bonne vingtaine d'années chez Fayard. Et le Seuil m'avait demandé de rassembler les autres conférences, de les réécrire, le tout avec quelques exemples de musique qui pouvaient être consultés sur un site dédié. Et puis, on m'a demandé ce que j'avais envie de faire désormais. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pratiquement sans hésitation possible, tenté par un roman graphique et sans éducation possible non plus, tenté par Ravel. Alors, Ravel, je peux expliquer pourquoi. Ravel, c'est le compositeur qui m'accompagne depuis enfant, quand mon frère, qui est un peu plus âgé que moi, qui a 1 an et demi de plus que moi, et moi-même, nous devions travailler La Belle, la Bête, donc cette pièce qui appartient au recueil pour 4 mains, Mamerlois. Et puis, il se trouve que, comme vous le savez peut-être, La Belle, c'est plutôt le pianiste qui se trouve en haut des touches, qui en dessine les thèmes. La Bête, c'est plutôt le pianiste qui se trouve en bas des touches, qui en dessine les contours. Ce que je ne savais pas à l'époque, et je pense que mon frère n'aurait pas été ravi d'apprendre que, étant un peu plus âgé, il était en bas, donc il faisait la Bête, et moi j'étais censé faire la Belle. Quoi qu'il en soit, ça m'a donné le goût de la musique de Ravel. Et c'est peut-être pas un hasard que Ravel soit l'un des compositeurs les plus liés, on va dire, à l'enfance et à tout ce que l'enfance peut suggérer. On pense bien sûr à ce cycle-là, dont il est pas mal question dans ce roman graphique. On y pense parce que, comme vous le savez peut-être, il a été dédié, il était censé être créé par 2 très jeunes enfants qui sont
un garçon et une fille, les Godebski, amis du compositeur. Il y a aussi évidemment, dans un autre genre, tout autre genre, cette fantaisie lyrique, on peut dire que c'est un opéra en fait, L'enfant et le sortilège, dont il est beaucoup question, livré de l'extraordinaire Colette, peut-être la plus grande styliste du XXe siècle pour moi. Et l'enfant, c'est aussi un certain nombre de rencontres dont nous sommes rendus compte, ou que nous avons, on va dire, essayé de montrer du doigt comme une espèce de fil directeur qui parcourrait ce roman graphique de la première à la dernière page. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Et d'abord, qui est ce on ? On, c'est un illustrateur, Alexis Cavaillez, que Le Seuil, en coédition avec Delcourt, m'a rapidement présenté. Il se trouve qu'Alexis Cavaillez est sourd. Il n'est pas sourd de naissance, mais à 6 ou 7 ans, il a eu un grave accident et il a perdu l'ouïe. Il est heureusement assez bien appareillé. Heureusement, il a eu le temps d'apprendre à parler avant son accident, ce qui fait qu'on peut communiquer. Quand on se voit, il parvient très bien à lire sur les lèvres de son interlocuteur. Et il y avait évidemment un défi assez coriace à essayer de faire en sorte qu'Alexis puisse dessiner la musique, une musique qu'il peut en partie entendre, mais en partie seulement. Appareillé, il entend assez bien les cordes, il entend très mal les vents et pratiquement pas la voix chantée. Mais il s'intéresse beaucoup à la musique, il adore le boléro et j'ai essayé de lui raconter les œuvres, de lui raconter la musique pour qu'il puisse en inspirer dans son coup de crayon. Et le troisième larron, si j'ose dire, c'est un ami de longue date, Guillaume Métayer, qui est chercheur au CNRS, spécialiste des Lumières, mais aussi de poésie contemporaine, de poésie hongroise, de littérature hongroise plus généralement. Il est aussi traducteur du hongrois, mais aussi de l'allemand. Et il est poète. C'est par ailleurs un polygraphe de génie, quelqu'un qui est capable de d'écrire vite et bien sur à peu près n'importe quel sujet. Et c'est un mélomane, ce qui était évidemment essentiel s'agissant de Ravel. Donc, comment on a procédé ? Je pense, à peu de choses près, comme on procède souvent pour un roman graphique. Alors, je vais ouvrir une toute petite parenthèse. On me demande parfois, y a-t-il une différence entre un roman graphique, une bande dessinée ? Pas vraiment. Pendant les 150 premières pages à peu près de ce roman graphique, on a, à peu de choses près, une bande dessinée. C'est-à-dire des personnages dessinés, un décor plus ou moins réaliste. Je pense que l'une des qualités d'Alexis Cavaillez, notre illustrateur, c'est sa capacité à passer d'un trait extrêmement naturaliste, on va dire, à un trait beaucoup plus magique, à la limite, on va dire plutôt même à la lisière du fantastique ou du merveilleux, ce qu'il parvient à faire, à mon avis, avec énormément de talent. Alors, nous avons d'abord soumis à Alexis un premier texte qui était à mon avis intéressant du point de vue littéraire, mais qui, je m'en rends compte a posteriori, n'avait à peu près rien à voir avec ce que devrait être un synopsis de roman graphique. On ne s'était pas assez mis à la place, je pense, du dessinateur. Donc on l'a retravaillé en lui ménageant davantage de dialogue et en imaginant un artifice narratif qui est que Ravel se raconte au soir de sa vie à Alexis, non pas Cavaillez, notre dessinateur, mais Alexis Roland-Manuel. Alors, Alexis Roland-Manuel est un compositeur un peu oublié aujourd'hui, mais qui est l'un des premiers à avoir écrit sur Ravel, comme musicographe, on pourrait dire. 2 livres, on peut même dire 2 livres et demi. Il est lui-même compositeur et donc de disciple de Ravel. Il est passé à ami. Il est un peu oublié comme compositeur, mais les cinéphiles parmi vous peuvent l'avoir entendu dans un certain nombre de musiques de films, des très bons films de Grémillon, par exemple, mais d'autres encore. Donc on imagine cette rencontre qui prendrait 6 journées, qui sont les 6 premiers chapitres du livre, où Ravel se raconte ce qui n'est pas totalement invraisemblable. Pourquoi ? Parce que ce que l'on connaît sous le nom d'esquisse autobiographique, signé Maurice Ravel,
qui est un texte qui date de 1928. Donc, je vous rappelle les dates de Ravel. Il est né en 1875. Il meurt d'une maladie très étonnante qui a dû le faire énormément souffrir, décembre 1937. On l'imagine en 1936 se racontant, et au cours de ces 6 journées qui correspondent à 6 moments de son existence, en suivant peu ou prou, mais pas tout à fait, l'ordre chronologique des moments importants de la vie de Ravel. Et puis, donc dans cette esquisse autobiographique qui a existé, que l'on peut trouver, mais qui est un texte assez court de 8 ou 10 pages, Ravel se raconte, et il s'est raconté au vrai Alexis Roland-Manuel qui a mis tout ça en forme. Nous avons simplement imaginé que ce n'était pas simplement 8 ou 10 pages de manuscrits que l'on avait, mais plutôt 30, 40 et même plutôt 50. Et puis, dernière partie, on quitte la bande dessinée à proprement parler, qui souvent a des cases, qui le plus souvent a des bulles, mais qui parfois se permet des superpositions d'images selon la fantaisie que je trouve extrêmement riche d'Alexis Cavaillez. Et on passe à un texte seul qui est le pur produit de notre imagination à Guillaume Métayer et moi, et qui est ce que Alexis Roland-Manuel aurait pu raconter de la vie de Ravel. Pourquoi ? Parce que Ravel était quelqu'un d'extrêmement distant, distancié, secret, qui parlait extrêmement peu de son intimité. Et donc nous avons pensé que pour livrer un portrait physique et moral convaincant, il fallait imaginer que Ravel ne soit plus là pour le raconter et que Roland-Manuel soit seul à le faire. Mais encore une fois, il s'agit d'un pur pastiche. Nous avons imité un style, on va dire, Troisième République, sans référence particulière, ce que Guillaume Métayer, qui est entre autres sujets, un spécialiste d'Anatole France, sait faire, je pense, avec beaucoup de talent. Voilà donc cette dernière partie, une 50aine de pages qui sont pratiquement que du texte, avec des très belles illustrations. On quitte le noir et blanc pour adopter la couleur. Donc il y a eu un travail de va-et-vient, où de temps en temps, Alexis nous disait, là, ça serait bien que vous étoffiez un peu le discours, pour que je puisse avoir plus de planches pour le raconter. Ici, au contraire, il serait bon que vous raccourcissiez votre description du belvédère. Alors qu'est-ce que c'est que le belvédère ? C'est cet endroit à Montfort-l'Amaury que Ravel, après la Première Guerre mondiale et jusqu'à sa mort, va occuper, et qui ressemblait effectivement un peu à un belvédère, qui était plein d'un bric-à-brac assez incroyable, de bibelots, avec une prédilection toute particulière pour l'art chinois, l'art japonais. Tout était en miniature, tout était parfaitement rangé. Et aujourd'hui, donc à Montfort-l'Amaury, pas très loin de Paris, vous pouvez, et c'est une chose que nous avons fait plusieurs fois, visiter effectivement ce belvédère qui n'a pas changé, qui n'a pas bougé, avec le même piano, qui est effectivement celui dans lequel Ravel travaillait et composait. Alors, un des fils directeurs, donc, c'est la question de l'enfance. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, le vrai Alexis Roland-Manuel, il le raconte quelque part, lorsqu'il voit Ravel pour la première fois. Ravel est tellement petit, à vrai dire pas si petit que ça, il fait 1,52 m, ce qui à l'époque n'est pas si petit pour un homme. Eh bien, il croit voir un jockey. De la même façon, dans les très belles pages qu'elle a consacrées à Ravel, Colette parle, elle, d'un écureuil. Et de fait, Ravel est resté, conformément à cette intuition baudelairienne, que très souvent le génie se niche dans la poésie de l'enfance. Il y a de très beaux vers de Baudelaire qui vont dans ce sens-là et qui, à mon avis, s'appliquent à merveille à Ravel. Conformément donc à cette intuition, je pense que l'on pourrait dire que Ravel est resté un grand enfant. D'où, alors il y a beaucoup de facettes dans sa musique, mais d'où cette apparence simplicité que l'on a dans certaines pièces. Et là, on citerait évidemment volontiers Tout ma Merlois jusqu'au Jardin féerique, étonnant de simplicité et de beauté, mais on pourrait citer aussi bien d'autres pages plus tardives. D'où également
et ça c'est une chose qu'on raconte, le fait qu'on pouvait le voir comme ça, dans les jardins de Montfort, jouer au diabolo, qu'il passait parfois des heures et des heures à jouer avec des enfants, accroupis, à toutes sortes de jeux qu'il inventait. Et encore, jusqu'à ces derniers mois, il était content de pouvoir jouer au football à Montfort-l'Amaury, sur la place du village. Jusqu'à encore très récemment, des habitants de Montfort-l'Amaury, qui aujourd'hui auraient probablement 90 ans, se souvenaient d'avoir pu jouer au foot avec Ravel, ce que j'aurais adoré pouvoir faire. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi Ravel ? D'abord parce que je pense que c'est avec Bach, et pour des raisons pratiquement opposées, le compositeur que je préfère. Pourquoi des raisons opposées ? Bach, c'est le compositeur du contrepoint, c'est-à-dire de la superposition des lignes, là où Ravel est plutôt le génie de l'harmonie, même si Ravel est par ailleurs un des plus grands mélodistes qui soit. Ravel a cet art, que n'a pas toujours Debussy, qui est évidemment aussi un très grand génie, de composer des mélodies qui vous resteront en mémoire. Pourquoi est-ce que le boléro est un tube ? Pourquoi est-ce que le boléro est une de ces œuvres qui, en moyenne, est jouée tout le temps, quelque part dans le monde ? Probablement par cette capacité assez étonnante qu'a Ravel, d'abord, d'imaginer une musique aussi obsessive et obsédante, qu'elle est finalement bâtie sur 2 thèmes, simplement, ce qui n'est pas grand-chose, qui se déroulent dans un incroyable crescendo orchestral sur une quinzaine de minutes, un peu plus. Donc, Ravel, génie de l'harmonie, génie de la mélodie, mais aussi quelqu'un, et je vais le dire le plus simplement et peut-être le plus banalement du monde, quelqu'un avec qui j'aurais bien aimé dîner, passer des vacances, parce que c'est aussi quelqu'un d'éminemment sympathique. Alors, Jean Echenoz, qui a publié il y a une dizaine d'années un roman qui s'appelle Ravel, nous a donné l'image d'un Ravel froid, distancié, presque chirurgical dans son sens de la distance et dans son refus de parler de lui-même, de s'épancher. Je pense que ce Ravel existe. Et il se trouve que ce Ravel a peut-être pris le dessus. Echenoz se concentre sur les dernières années de la vie de Ravel, très exactement, c'est-à-dire qu'il prend Ravel à la fin du mois de décembre 1927, alors qu'il est prêt à embarquer sur un paquebot pour partir aux États-Unis, faire une tournée de quelques mois, et le livre prend fin 10 ans plus tard. Je pense que ce Ravel, encore une fois, assez froid, qui correspond assez, d'ailleurs, à l'écriture blanche, typiquement édition de minuit, qui est celle de Jean Echenoz, c'est un Ravel qui existe. Mais il y a aussi un Ravel incroyablement coloré, un Ravel souriant, un Ravel dont on a l'impression qu'il ne porte plus sur ses épaules tous les soucis du monde, qui est encore une fois ouvert vers les autres, un esprit incroyablement curieux, cosmopolite. Et c'est aussi ce Ravel que nous avons cherché à rendre, qui est un Ravel plein d'humour, qui est un Ravel dont la correspondance est toujours d'une incroyable vivacité. C'est ce Ravel qui est capable de passer, dans sa correspondance, encore une fois, du coq à l'âne, d'un sujet à l'autre. C'est aussi lui qui cisèle ses phrases comme il cisèle sa musique. Et il nous a semblé intéressant de le montrer, encore une fois, au moyen d'un texte qui, souvent, essaye d'épouser ce sens de l'humour, du calembour, de la gouaille, qui était celui de Ravel, et qui, à d'autres moments, au contraire, est beaucoup plus polissé, sophistiqué, comme pouvait l'être sa musique, qui pouvait passer en un rien de temps de l'un à l'autre. Alors, le fait de mobiliser comme ça un personnage imaginaire, ou plutôt un personnage réel, mais de lui confier des phrases qu'il n'a jamais prononcées, qui serait Alexis Roland-Manuel, nous a évidemment conduit à nous poser la question de la vraisemblance. Je pense qu'on peut dire qu'à peu près tout ce qui est dans ce roman graphique, vous en jugerez par vous-même si vous le lisez, à peu près tout est vrai. Tout est en tout cas vraisemblable. Alors il se trouve que Roland-Manuel ne conduisait pas de voiture. À un moment, on le fait arriver à Montfort en voiture. Il se trouve
que nous avons imaginé quantité de scènes qui auraient pu se produire, qui ne se sont pas produites. Mais pour le reste, il me semble, et quelqu'un qui a publié il y a 1 an ce qui s'appelle l'Intégrale Ravel, qui est un livre extraordinaire qui rassemble toutes les lettres de Ravel que l'on connaît à ce jour, plus quantité de documents, depuis le contrat signé avec Colette et les éditions Durand pour la composition de L'Enfant et le Sortilège, jusqu'à ces quelques lignes assez magiques de critique musicale, parce que Ravel a pratiqué la critique musicale, un peu moins que Debussy, mais il l'a fait, et avec le même bonheur, avec une sûreté de jugement qui, a posteriori, nous laisse pantois. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on a voulu dire. Il y a aussi d'ailleurs le personnage de Ravel dans ses rapports avec Colette. Pourquoi est-ce que j'insiste sur Colette ? D'abord parce qu'encore une fois, les quelques pages qu'elle laisse sur Ravel, celles qui ont été comme un hommage posthume qu'elle lui a rendu, sont pour moi parmi les plus belles de la littérature. Je place la barre, je crois, assez haut, mais je pense que c'est justifié. Autre chose, on y fait légèrement allusion, à la mort de Ravel, Jean Zay prononce un discours donc, lors de ses funérailles, qui là encore est d'une subtilité et émouvant au point qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire, quelques décennies auparavant, à ce niveau de construction, d'élaboration et des rhétoriques qui est celui de Malraux lorsque Jean Moulin entre au Panthéon. C'est-à-dire ce genre de discours auquel nul ne peut rester indifférent, qui est vraiment d'une incroyable beauté, dont nous citons, mais de façon très indirecte, quelques passages. Je ne veux pas dire malheureusement que dans la dernière partie, nous avons essayé d'imiter, parce que je pense qu'il est inimitable, ce style, encore une fois, Troisième République, très incroyable de Jean Zay, mais nous avons cherché effectivement à choisir des mots, des tourneurs de phrases, un rythme également, une cadence rhétorique qui était à peu de choses près celle de quantité de grands écrivains ou de grands conférenciers de l'époque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, se confronter à Ravel, ça voulait dire évidemment rassembler beaucoup de documentation. Bon, il se trouve que c'est un des compositeurs dont je connaissais le mieux l'œuvre. J'ai raconté ce premier souvenir d'un enfant qui découvre Ravel par le piano, par ma mère Loi. Par la suite, assez tôt en classe d'harmonie au Conservatoire de Paris, Ravel faisait partie des auteurs à pasticher, des auteurs dont on devait imiter le style aux côtés de Mozart, Wagner et je crois Debussy. Donc j'ai pu me plonger plus en détail et je crois de façon assez approfondie dans sa musique pour essayer de bien la connaître de l'intérieur et d'essayer autant que possible d'en donner un rendu crédible lorsque j'essayais moi-même de l'imiter, de la pasticher. Alors à cette occasion, j'ai découvert, ou je me suis replongé dans quantité d'autres œuvres qui restent encore très chères à mon cœur, le Quatuor à cordes, qui pour moi est un des plus beaux qui soit, après les chefs-d'œuvre de la période classique, mais aussi les valses nobles et sentimentales, qui sont, du point de vue du monde sonore auquel elles ouvrent, une des choses les plus réussies. Autre danse, puisque Ravel, on a essayé de le montrer aussi, à travers les collaborations assez nombreuses qu'il a eues, Ravel, dans pratiquement toute sa musique, est un compositeur proche de l'esprit de la danse, proche de l'esprit chorégraphique, proche du mouvement et de ce que le mouvement peut transmettre. Ravel aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que pour mon co-auteur Guillaume Métayer, qui est un spécialiste de littérature française, Ravel a eu l'intelligence et on va dire tout simplement le sens de l'amitié incroyable qui lui ont permis de connaître tous les plus grands de son temps. Parmi les compositeurs, bien sûr, malgré une très relative brouille, mais qui est plutôt liée aux Raveliens et aux Debussistes qu'à Debussy et à Ravel eux-mêmes, il était très proche de Debussy, grand modèle pour lui, figure tutélaire, celui dont il défend de façon extrêmement
rusée à la fois et véhémente l'opéra Péléas et Mélisande lors de sa création, en 1902 à l'Opéra Comique. Il le fait d'ailleurs avec ceux qu'on appelle les Apaches. Alors qui c'est les Apaches? C'est donc un groupe de poètes, écrivains, musiciens, peintres, qui se réunissaient, alors tous masculins. On disait que les filles n'étaient pas admises en Apache, et il y avait peut-être un brin de misogynie là-dedans. En tout cas, ils se réunissent chez les uns, chez les autres. Et pourquoi Apache? Alors les Apaches à l'époque, c'est, on va dire, un petit peu comme les loupards, c'est les chefs de bande. Il se trouve que dévalant la rue de Rome, à Paris, il tombe nez à nez avec un vendeur de journaux qui est obligé de les éviter comme ça brusquement et qui dit « Attention les Apaches !» Et comme souvent, un certain nombre de noms, vous prenez une chose qui est censée être connotée négativement et vous le retournez en quelque chose de positif. Et donc, voilà ce qui est devenu ce sobriquet de les Apaches, cette compagnie de plusieurs artistes. Parmi ces artistes, 5 d'entre eux, à qui Ravel va d'ailleurs dédier les 5 mouvements d'un de ses chefs-d'œuvre pour piano, qui sont les Miroirs. Ça, c'est une partie de son existence, donc de celui qui parvient à se tenir au courant de tout ce qui se fait de grand dans son temps. Il y a la partie Apache, puis un peu plus tard, vous allez avoir le Ravel du Bœuf sur le toit, qui rencontre Cocteau, qui sympathise avec Painlevé, qui est assez proche des Clémenceau. C'est le Ravel qui se rapproche aussi de Paul Morand, qu'il va d'ailleurs mettre en musique. C'est sa dernière partition achevée. Et puis, c'est aussi le Ravel qui sort traumatisé de la Grande Guerre. Alors, Ravel était pacifique ou pacifiste, on ne saurait pas trop dire. De tempérament, il était plutôt pacifique. Il n'avait rien, en tout cas, de ce qu'avait Debussy, miné par son cancer, qui se mure dans une haine anti-allemande assez irrationnelle jusqu'à sa mort en mars 1918. Ravel, pas du tout. Ravel sollicité pour signer une pétition dans laquelle on lui demande de rester solidaire de certains musiciens français qui voudraient exclure des festivals, des lieux de concert, toute musique allemande. Il explique que non, que M. Schoenberg, que M. Bartók, parce qu'en plus, je dis toute musique allemande, mais en réalité, c'était toute la musique des ennemis militaires de la France, ce qui était le cas de Bartók, hongrois appartenant donc à l'Autriche-Hongrie. Donc il explique que non, il n'y a aucune raison, et que lui, le plus internationaliste de tous les hommes, en art, mais en art seulement, est nationaliste. Alors, traumatisme de la guerre, qui coïncide aussi avec le traumatisme de la perte de sa mère qu'il adore. Ravel a baigné dans un environnement familial tout à fait privilégié. Il aime son père qui est un inventeur, celui qui aurait pratiquement inventé une des premières voitures, qui a déposé quantité de brevets, et qui, par ses origines, le rattache de la Suisse. On a pu dire, un peu méchamment, de Ravel que c'était un horloger suisse, et que son sens de l'extrême minutie, de la précision, il l'héritait en partie de son père. Qu'en revanche, ce sens, on va dire, tout apollinien, très ensoleillé, très méditerranéen, du soleil, de la mer, c'est plutôt une chose qui lui vient du Pays basque, d'une part, de l'Espagne, de l'autre. Mais tout cela a pu être composé dans certaines œuvres, par exemple sur des poèmes d'Aloïse Bertrand, par un goût au contraire pour, on va dire, les brouillards nordiques, par une certaine poésie qui est celle du premier romantisme allemand. Donc les goûts littéraires de Ravel étaient extrêmement sûrs, extrêmement variés encore une fois. Par exemple, après-guerre,
les chansons Madécas, il prend des poèmes de Parny, qui sont de coloration, on peut dire, anticolonialiste, et qui ont une part d'ironie, de persiflage, et une violence contenue qui est considérable. Il en fait ses chefs-d'œuvre pour voix, flûte, violoncelle et piano, que sont les chansons Madécas. Vous venez d'écouter Carole Beffa pour la publication du roman graphique Ravel, un imaginaire musical, aux éditions Seuil Delcourt, dont il est le co-auteur avec Guillaume Étayer et Alexis Cavaillet. Enregistré vendredi 8 novembre 2019 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la manifestation Histoire de cinéma à la Cinémathèque de Toulouse du 8 au 16 novembre.